En ligne, il est chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Salutations. Salutations à vous deux. Qu'est-ce qu'on fait avec le stade olympique? Bonne question. Aïe. D'abord, on fait surtout pas ce que le comité Bissonnette a suggéré de faire. Le comité Bissonnette, ça c'est Madame Bissonnette, c'est la présidente de la grande bibliothèque à Montréal, et elle a présidé le comité conseil sur l'avenir du parc olympique l'an passé. Tu sais, quand on ne sait pas quoi faire avec quelque chose, là, au gouvernement, on pitch ça à un comité. D'ailleurs, Adrien, c'est pour le moins comique qu'on passe de la grande bibliothèque au stade olympique. Oui, exactement. Alors, où le comité a dit, tu sais, quand tu lis un communiqué de presse puis tu comprends rien, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Alors, elle a dit que le parc olympique ou les lieux là doivent devenir un écosystème de l'activité physique, des loisirs et des sports de tout niveau pour tous les âges. Et en complément de cette vocation première, le parc olympique devrait offrir un parcours d'éducation et de détente qui allie la nature, la science et la culture. Et il devrait contribuer directement au mieux-être de son quartier d'insertion. Ah, le mieux-être, M. Pouliot, c'est important. Ah oui, c'est bien important. C'est le bonheur, comme avait dit le ministre des Finances, M. Bachand, le bonheur du peuple. La finalité comme peuple, c'est d'être heureux. C'est parce que vous méprisez le bonheur national brut. Il y a autre chose que le produit national brut. Il va falloir en arriver à... Le bonheur est beaucoup plus important que le produit. Et Mme Bissonnette avait rajouté que, évidemment, il faut toujours changer les structures. Alors là, il fallait changer le mandat de la Régie des installations olympiques pour lui confier une mission nationale et en faire une véritable autorité en matière de promotion et de coordination territoriale des loisirs et des sports. C'était beaucoup de choses. Ah ouais, ça, c'est bien du blabla, là. Moi, j'ai plutôt tendance à aller voir les chiffres. Tu sais, je pense que c'est toujours bien important. Alors donc, je suis allé voir les états financiers de la RIO pour l'année financière terminée le 31 octobre 2012. Et c'est assez intéressant parce que, d'une part, 2011 comparé à 2012, le déficit a augmenté. Le déficit est passé de 3 millions à 5,6 millions. Vous allez me dire, quand même, c'est pas si pire. Sauf que quand on regarde les revenus du parc olympique, ils ont 22 millions de subventions. Alors, ils ont perdu 5,6 millions cette année avec 22 millions de subventions, là. Mais une subvention, ça, tu mets ça dans l'actif quand même, hein? C'est ça. Alors donc, dans les revenus, ils ont 40 millions. Ça va assez bien quand même, hein? Non, ça 41 millions de revenus, dont 22, donc à peu près plus que la moitié des revenus, c'est la subvention. Et ils ont 18 millions d'autres revenus. Alors ça, c'est les droits d'entrée aux événements, les loyers, le stationnement, la vente d'énergie à des tiers, parce qu'ils produisent beaucoup d'énergie. Ils ont un power plant, comme on dit, là, qui fait l'électricité. Alors donc, 41 millions de revenus, incluant le 22 millions de subventions, et 46 millions de dépenses, donc qui sont dans le trou de 5 millions. Mais en fait, si on additionne tout, ils sont dans le trou de 28 millions. Ben oui, c'est ça. Parce que la subvention, c'est dans le trou, ça. Ben oui, c'est ça. Alors donc, ça fait 27-28 millions dans le trou. Et dans les dépenses, ce qui est assez intéressant, c'est... Tu sais, ceux de Québec qui n'ont pas vu le stade olympique, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, vraiment, ou dans le parc. Bon, il y a des choses, là, mais quand même, il y a presque 18 millions de salaires qui sont payés par année, 11 millions pour des employés à temps plein, à peu près 3,5 millions pour des employés à temps partiel, plus évidemment les avantages marginaux, le régime de retraite. Alors donc, au total, ça fait presque 18 millions de salaires. Et ensuite de ça, il y a l'électricité, il y a l'entretien, la sécurité, les honoraires professionnels, les avocats, ou peut-être, je sais pas, Mme Bissonnette, ou je sais pas qui, mais alors donc... Monsieur Pouliot, c'est pas le fun d'entendre ça, là. C'est vraiment pas le fun d'entendre ça. Puis moi, je suis en train de me dire, on est aussi bien de barrer les portes, faire un entretien minimal pour pas qu'il s'écroule, puis de pas y toucher, on va réussir à faire de l'argent avec, tabarouette.
Bon, il y en a qui pensent ça. Là, ce matin, il y a trois mécènes, trois personnes assez riches. Joey Saputo, qui est le président là, de la compagnie Saputo. Fromage, yeah. Le fromage. Stephen Bronfman, qui est membre de la famille Bronfman, là, qui avait fondé Seagram's et qui est maintenant à la tête d'une firme d'investissement. Lui, on ne sait pas combien il vaut. Monsieur Saputo, lui, sa famille, il possède une fortune d'à peu près 4 milliards. Et Pierre Beaudoin, qui est le président et chef de la direction de Bombardier Inc. Et la famille Bombardier est à la tête d'une fortune d'à peu près 1,9 milliard. Alors, ces trois personnes-là... Habitués à recevoir des subventions? Oui, en tout cas, on sait sûrement que Bombardier est une compagnie qui reçoit beaucoup de subventions. Alors donc, ces trois-là ont suggéré ou envisagent de verser des millions pour le développement du site, mais à une condition que le stade soit doté d'une nouvelle toiture. Et ça, combien ça coûte, on ne sait pas, mais c'est dans les centaines de millions. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas un peu comme on a fait à la Ronde, à Montréal? Vous savez, la Ronde, après l'Expo 67, la ville de Montréal a été propriétaire de ce parc d'amusement-là pendant plusieurs années, qui s'est détérioré, hein, parce que, évidemment, les villes veulent pas investir, ils n'ont pas d'argent, ils préfèrent plutôt acheter des votes ailleurs. Alors donc, le parc s'est graduellement détérioré jusqu'à temps que finalement on le vende à une compagnie américaine qui s'appelle Six Flags. Et depuis ce temps-là, on n'entend plus parler, mais à chaque année, il y a des nouveaux manèges et donc Six Flags s'en occupe. On n'entend plus parler de problèmes de relations de travail, alors qu'évidemment, quand c'était la ville qui était propriétaire, ben là, à chaque fois qu'il y avait un grief, c'était dans le journal. Alors donc, pourquoi... Je pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de le vendre ou peut-être même de le donner? Peut-être qu'il faudrait le donner à quelqu'un et que cette personne-là réussirait à boucler la boucle au niveau des revenus. Tu penses pas que c'est un cadeau de grec, que je vois pas qui va vouloir prendre ça et assumer l'entière responsabilité? On revient toujours au mot dis-toi, entre autres. On revient toujours au mot dis-toi, entre autres, parce que j'ai à l'esprit les équipes de hockey qui veulent se construire un stade, leur premier réflexe c'est tout de suite de s'adresser au pouvoir public pour dire ben voilà, vous allez le construire à vos dépens et nous on va le gérer. Alors je sais pas, est-ce que c'est réaliste de penser qu'une entreprise américaine ou de quelque nature que ce soit, de quelque nationalité que ce soit, veuille assumer en totalité le stade? Ben, moi, je ferai un appel d'offres mondial et on verra. C'est peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a personne qui va vouloir l'acheter ou peut-être que si on voit qu'il y a personne qui veut l'acheter... Alors, à ce moment-là, c'est intéressant aussi. Si personne n'en veut, l'avantage de ta proposition, c'est que si personne en veut, ça devrait peut-être nous amener à réfléchir, à aller un peu plus loin en disant, si personne en veut, c'est de la merde, et à ce moment-là, on va fonctionner comme c'est, quoi. Ouais, ou peut-être, Régent, qu'on se dit, écoute, actuellement, ça nous coûte la subvention de 22 millions, le déficit ça nous coûte 28 millions par année aujourd'hui. Oui. Puis ça, c'est les gens de Québec qui payent, puis les gens de Sept-Îles, puis les gens de Sherbrooke, là. C'est pas rien que les Montréalais, là. On s'entend là-dessus, là. Oui. Alors là, ça nous coûte 22. Si ça nous coûtait rien que 5 ou 10, peut-être qu'on serait en avance. Alors peut-être qu'à un certain point, tu dis à l'acheteur, ben écoute, je vais te donner une subvention de 5 millions par année, mais au moins ça va être moins que le 28 que ça me coûte actuellement. Je le sais pas, mais la réaction, c'est un peu comme... je dirais c'est un peu comme la centrale de Boisna qu'on a fermée. Pourquoi pas essayer de la vendre? C'est comme si le privé, c'était même pas une solution qui était envisagée. Le comité Bissonnette, ils n'ont jamais parlé de la possibilité de le vendre. Alors moi, tout ce que je dis, c'est que des fois, le privé peut nous surprendre. Peut-être que ça marchera pas, mais ça coûte pas bien cher de l'essayer. Puis si jamais on réussit à le vendre à quelqu'un, moi j'ai un ami, par exemple, qui voulait s'installer dans le toit, dans le mât du stade. Il voulait installer une entreprise de serveurs. Alors donc des centaines et des milliers d'ordinateurs pour desservir des entreprises du web, d'Internet. Pourquoi? Parce que il y a comme je disais tantôt, dans le stade, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est pas dispendieuse, donc il pouvait s'installer là. Il aurait pu payer un loyer, mais la réponse a été
Non. Pourquoi? Bon, pas vraiment de réponse, mais c'est pas dans la mission du mât du stade. Ça fait pas partie de la mission nationale là, de créer une véritable autorité en matière de promotion et de coordination territoriale des loisirs et des sports. Mais, tu sais, on sait pas. Si on l'essaye pas, on le saura pas. Alors, moi, je dis, essayons-le. Essayons de le privatiser. Puis, si ça marche, ben tant mieux. Puis, si ça fait rien que baisser la subvention de 28 millions à 5 millions, ben au moins, on va sauver 22 millions par année. Ton idée me plaît. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun risque. Ça coûte rien d'essayer. C'est ça. Et par ailleurs, où il n'y a personne qui en veut, où il y a quelqu'un qui en veut, et puis à ce moment-là, c'est merveilleux. On est débarrassé d'un problème considérable. Et puis, s'il n'y a personne qui en veut, ben encore là, on peut essayer de, bon, d'accord, on va, comme tu dis, on va vous donner 5 millions ou 10 millions en subvention, vous faudra voir la négociation, mais tout ce qui va coûter moins cher que ce qui est actuellement, c'est déjà mieux. Puis si jamais... Ce qui m'inquiète, Régent, pour les gens de Québec, c'est, bon, je veux pas recenser toute l'histoire du nouveau Colisée, mais là, actuellement, le nouveau Colisée, là, il appartient pas à M. Pellado, là. C'est pas vrai. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé pour mettre son nom sur la bâtisse, mais le nouveau Colisée, il appartient aux contribuables. J'espère qu'on ne se ramassera pas avec un déficit comme ça pour le nouveau Colisée, mais ça peut toujours arriver. Alors que si on avait, dès le début, avec le nouveau Colisée, si on avait trouvé une façon de trouver des investisseurs privés, comme le Centre Bell à Montréal. Le Centre Bell à Montréal, ça appartient pas à l'État, là, ça appartient à des entrepreneurs privés. Oui, mais là, ça se compare pas quand même. Tu comprendras que je comprends Montréal, les Canadiens de Montréal, c'est super payant, archi payant, alors que les éventuels Nordiques de Québec, dans un marché qui est 5 fois moindre, dont la richesse est infiniment moindre, c'est sûr qu'on parle pas de la même chose quand même. On parle pas de la même chose, je suis d'accord, c'est pas le même marché. Mais ce que je dis, c'est que plutôt qu'à Québec, on aurait pu trouver, je suis certain qu'on aurait pu trouver une autre façon de construire puis d'être propriétaire du nouveau Colisée que la façon traditionnelle où ça appartient à l'État. Et parce que ça appartient à l'État, moi ce que je dis c'est qu'il y a des chances. Je dis pas que ça va arriver, mais disons qu'il y a moins de chances que ça soit bien entretenu et qu'on investisse à chaque année ce que ça prend pour le maintenir si ça appartient à l'État que si ça appartient à un entrepreneur privé. C'est la même affaire pour les écoles, c'est la même affaire pour les hôpitaux. Quand ça appartient à l'État, ça appartient à personne. Et quand ça appartient à personne, on s'en occupe pas. Et donc, l'État va attendre que ça s'écroule comme les viaducs pour réagir. Mais même on est toujours mieux quand ça appartient au privé. Même chose pour les autoroutes, d'ailleurs. En France, beaucoup d'infrastructures appartiennent à des entreprises privées qui chargent un tarif. À ce moment-là, l'usager paye et puis le propriétaire a intérêt, bien sûr, à bien construire et à bien entretenir. D'ailleurs, dans la même veine, ce serait une bonne façon de contrer la corruption. Exactement. Quand on construit en ce qu'on appelle en PPP, surtout quand en bout de piste, l'entrepreneur est propriétaire de l'ouvrage, quand l'entrepreneur est propriétaire de l'ouvrage, il veut pas renier, là, quand il construit, là, il va dire à ses gens, hey, écoute, là, construis ça comme faut, je suis pogné avec moi pendant 40 ans ou je suis propriétaire de ça. Exact. Alors, ça fait toute une différence, non seulement au niveau de la construction, mais même au niveau de la conception. Oui. Parce que dans un PPP, l'entrepreneur avec l'architecte et l'ingénieur forment un consortium. Puis ils sont tous dans la même chaloupe. Ils sont tous ensemble dans cette aventure-là. Alors donc, ils sont tous en train de se checker l'un puis l'autre. Si l'architecte construit un pont qui est très, très beau, là, mais qui coûte une fortune, ben là, le propriétaire ou l'ingénieur va dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, ça coûte bien trop cher, cette affaire-là. Alors, et c'est la même affaire pour l'ingénieur. S'il utilise des matériaux ou s'il coupe les coins ronds, ben la compagnie de construction va dire, ben là, ça marche pas, là. Il faut que ça dure, cette affaire-là. Ça va nous appartenir à nous trois, là, ensemble, là, parce qu'on est un PPP. Alors, c'est ça qui fait la grande différence. Dans un système normal, comme on le voit aujourd'hui, ben, l'architecte fait les plans, puis il est payé. Il reçoit son chèque, puis goodbye, il s'en va faire d'autres choses. L'ingénieur, ben, lui aussi, il fait son ouvrage, puis il reçoit un chèque du gouvernement, puis il est payé pour ses honoraires, puis il s'en va.
Puis ensuite, le gouvernement va en appel d'offres, puis il fait construire ça par quelqu'un qui reçoit son chèque, qui est bien content, merci beaucoup, puis il s'en va. Puis là, c'est le gouvernement qui est pogné avec l'ouvrage, et avec possiblement les vices dans l'ouvrage. Alors donc, les intérêts de tous ces joueurs-là sont pas alignés ensemble. Alors que dans un PPP, les intérêts des joueurs sont tous alignés dans une même direction. On va être propriétaire de cette affaire-là pendant 40 ans. Faut pas que ça coûte cher. Faut pas qu'on dépasse le budget. Faut pas qu'on dépasse l'échéancier. Puis il faut que ça dure. C'est une très bonne analyse. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on parle un peu des éoliennes? On n'aura pas le temps. Mais on va parler d'une patate chaude, par exemple, Monsieur Pouliot, si vous le voulez bien. Là. Régis Labaume qui a approuvé le projet d'oléoduc qui va relier l'Ouest canadien au maritime, en passant, bien entendu, par Québec, afin de limiter le transport de pétrole par train. Québec solidaire, bon, on s'y attendait, là, sont contre le projet. Le PQ regarde le projet, puis ont les yeux ronds, puis là, ils savent plus quoi faire, ils sont un peu fourrés. Et vous, Monsieur Pouliot, vous pensez à quoi? Est-ce que c'est une bonne idée, ça, le projet d'oléoduc? Moi, je pense que d'abord, c'est une bonne idée d'exploiter nos ressources naturelles. Tant qu'à les avoir, aussi bien de les sortir du sol puis de les vendre. D'abord, la planète a besoin de nos minerais, de notre pétrole, de notre gaz naturel, et donc les altermondialistes et puis les environnementalistes qui veulent pas qu'on exploite nos ressources naturelles, c'est un peu contradictoire parce que ils font mal au pays en voie de développement en empêchant ce développement-là. Alors donc, il faut le développer de façon vigoureuse, mais on s'entend tous là qu'il faut pas le faire de façon sauvage, puis qu'il faut faire attention à l'environnement, ça c'est bien certain. Mais de dire comme des gens comme la Fondation Suzuki ou Équiterre, le problème c'est l'huile, puis il faut qu'on cesse d'être dépendant de l'huile. C'est du pelletage de nuages, là. Je veux dire, faut être réaliste, là. Je veux dire, même au Québec, qui est le paradis de l'hydroélectricité, les Québécois ont besoin de l'énergie électrique pour 40% de leurs besoins en énergie, puis ont besoin de l'huile pour un autre 40% de leurs besoins en énergie, là. Alors, il faut être réaliste, là, tu sais, on peut pas penser que du jour au lendemain, on va pouvoir cesser d'être dépendant du pétrole. L'auto électrique, c'est pas pour l'année prochaine. Écoute, jamais, là, et non, c'est pas seulement une question du pétrole dont on se sert dans nos véhicules, là, je veux dire, le pétrole, ça sert à la fabrication du plastique, ça sert à un paquet de produits, même des verres de contact. Alors donc, le pétrole, on en a besoin. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on devrait le transporter? Bon, il y a trois façons. Il y a les éoliducs, les trains, puis il y a le transport routier. Et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Au niveau des accidents, parce qu'évidemment, avec la catastrophe de lac Mégantic, les gens sont très, très focusés là-dessus. Quand on regarde le nombre d'accidents en 2011, selon le mode de transport, au niveau du rail, il y a eu 1023 accidents. Au niveau des bateaux, du transport par bateau, il y a eu 322 accidents. Et au niveau des pipelines, il y a eu 5 accidents en 2011. Bon, par contre, les pipelines, quand il y a un accident, il y a plus de chances que le déversement soit plus élevé, parce que le rail, il y a peut-être 1, 2, 3, 4 wagons ou peut-être 10 wagons qui vont percer. Alors donc, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'abord, un politicien comme Régis Labaume fasse l'affirmation, comme le fait M. Harper. Mais évidemment, M. Labaume, le maire de Québec, c'est pas nécessairement dans sa juridiction, là, mais je pense que c'était un énoncé ou une déclaration qui faisait beaucoup de sens. Il faut évidemment voir tous ces projets-là, il y a tout un processus réglementaire complexe puis détaillé qui doit approuver la construction, comment ça va être fait, les systèmes de sécurité, tout ça. Mais je pense que c'est certain qu'au niveau économique, pour le Québec, pour la ville de Québec, pour la ville de Montréal, ça va alimenter nos raffineries et donc ça va créer des emplois puis c'est très positif. Et dans la mesure où c'est bien fait,
je pense que c'est très positif et surtout que les nouvelles technologies de construction de pipelines et les nouveaux matériaux qu'on utilise dans les oléoducs, les nouvelles façons de contrôler, de surveiller ces ouvrages-là sont beaucoup plus sophistiqués qu'il y a 70 ans. Et ce sont des ouvrages qui sont bien entretenus. Et encore une fois, ça appartient au privé, donc les gens s'assurent que c'est bien entretenu. Et donc, moi, je pense que ça pourrait être très positif pour le Québec et pour la ville de Québec et pour la ville de Montréal. Et le PQ va avoir quelle position là-dessus? Parce que là, on sait, dans le PQ, il y a Martine Ouellette. Là. Et Martine Ouellette, elle, le méchant pétrole sale de l'Alberta, elle veut rien savoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben oui, mais est-ce qu'ils préfèrent avoir le pétrole de la charia qui vient des pays arabes? Ouais, mais ça, ils le disent pas, par exemple, M. Pouliot. Non, ils parlent du pétrole sale de l'Alberta, là. Tu sais, ils crachent sur la péréquation que l'Alberta nous envoie en disant, ouais, pétrole sale de l'Alberta, on veut rien savoir. Mais c'est sûr que le pétrole de la charia, ils ont une petite tendance à pas en parler de ça. Ben, le PQ est mal, et c'est vrai qu'ils sont un peu mal pris parce que d'une part il y a les environnementalistes que j'appellerais des militants. Là, je parle pas des gens qui sont préoccupés par la conservation puis la nature, on l'est tous, mais il y a des environnementalistes militants que moi j'appelle un peu des melons d'eau. Là, ils ont l'air verts à l'extérieur, mais ils sont rouges socialistes à l'intérieur. Ces gens-là, c'est pas tout le monde là mais ces militants-là ont vraiment beaucoup d'espace au niveau du Parti québécois. Mais d'un autre côté, tu as des gens qui sont plus réalistes, comme les gens aux finances, qui disent t'as un peu là. Ça peut rapporter de l'argent, là. Ça peut peut-être qu'on va embaucher 1000, 2000 employés dans ces raffineries-là. Il faut construire, et ça va rapporter des taxes, ça va rapporter des impôts, puis c'est peut-être bon, là. Alors, donc, ils sont un peu torturés. Pourquoi? Parce que le PQ n'a pas vraiment de boussole idéologique. Ils sont à gauche des fois, à droite d'autres fois, un peu comme la CAQ. Quand arrive quand c'est M. Marceau qui parle, là, on parle d'économie puis de finances, mais dès qu'on s'en va à l'environnement, on a une autre vision des choses. Alors que, par exemple, au Parti conservateur du Québec, nous, on a une boussole idéologique. On dit, oui, il faut exploiter de façon responsable, mais il faut exploiter, puis il faut exploiter encore plus, parce que, c'est bon pour la planète, et c'est bon pour notre économie, et c'est bon pour les gens qui vont travailler dans ces entreprises-là. Monsieur Pouliot, merci. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci, Adrien. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du